Et donc, nous allons ouvrir maintenant la séance de cardiologie interventionnelle où il va être question de maladies coronariennes chroniques et aiguës, de pathologies valvulaires, et également de maladies dysrythmiques, tout sujet où la cardiologie française et les cardiologues français ont été mis à l'honneur par leur rôle essentiel dans les progrès qui ont été réalisés dans ces domaines. Et donc, j'appelle, il est déjà présent, le professeur Metzger, le professeur Helft, de la Pitié-Salpêtrière, à venir modérer cette session avec moi, et ils vont vous présenter leurs orateurs. Alors, je pense que vous avez un micro-cravate. Très bien, merci. C'est bon. Ou vous avez un micro? Non. Oui, nous sommes très heureux d'être ici parce que nous nous sentons un peu chez nous du fait de l'évolution des mœurs. Et effectivement, la cardiologie est parmi les grandes disciplines médicales, l'une de celles qui a été le plus vigoureusement impactée par les modalités interventionnelles de l'activité médicale. C'est ainsi, par exemple, que les indications du comptage ont été modifiées, que la situation du traitement anticoagulant et des traitements antiarythmiques ont été rediscutés, de même que la possibilité de traiter des valvulopathies du cœur gauche ou des chattes sans ouvrir le thorax. Et comme l'activité interventionnelle atteint un certain degré de maturité, c'est au docteur Helft que je vais passer la parole, qui va vous parler en fait d'un aspect critique de l'activité interventionnelle, de son indication dans l'angor stable. Et vous allez voir que le principe de l'évidence médecine auquel cette activité s'expose réserve des surprises. Donc, Gérard, elle va nous parler de l'angioplastie coronaire dans la maladie coronaire stable. Gérard est cardiologue interventionnel à l'Institut de cardiologie de la Pitié-Salpêtrière. Merci beaucoup, Monsieur Metzger. Monsieur Metzger qui a été mon maître. Mesdames, Messieurs les académiciens, c'est un honneur que d'être ici et d'essayer de faire le point sur la cardiologie interventionnelle. Comme vous allez le voir aujourd'hui, nous allons vous vanter les mérites et les réussites tout à fait réelles de la cardiologie interventionnelle ces dernières décennies. Le message va être légèrement, mais modérément tempéré par ce premier topo qui pose la question de savoir si la cardiologie interventionnelle est efficace dans la maladie coronaire stable. Et pour l'exprimer différemment, vous aurez déjà compris la question, faut-il remettre en cause l'intérêt de l'angioplastie dans la maladie coronaire stable? Je vais essayer de vous expliquer en quelques minutes les tenants et aboutissants. Alors, de quoi parle-t-on? La maladie coronaire stable, on dit un peu différemment maintenant, on appelle ça le syndrome coronaire chronique. Et globalement, il faut savoir que dans la maladie coronaire, il y a deux aspects qui s'opposent. Il y a le syndrome coronaire aigu, le syndrome coronaire chronique. Le syndrome coronaire aigu, on n'en parlera pas dans ce topo. Le syndrome coronaire aigu, c'est l'infarctus du myocarde, c'est l'angor instable. Ce sont des situations dans lesquelles indiscutablement l'interventionnel, la mise en place de stent, a démontré son intérêt, son efficacité dans la réduction des événements graves, dans la réduction des événements des réinfarctus et dans l'évolution en termes de décès. Dans le syndrome coronaire chronique, qui s'oppose à ce syndrome coronaire aigu, nous allons voir qu'il en est un peu différemment. De quoi s'agit-il? Le syndrome coronaire chronique est dû à l'athérosclérose, que vous connaissez bien, ce processus dynamique d'accumulation de matériel qui constitue les plaques, les sténoses, et qui vont entraîner ou non une altération de la circulation coronaire. L'évolution de la plaque d'athérome est la suivante. Elle démarre très précocement. Des stries lipidiques ont été observés lors de la guerre du Vietnam, où en fait de malheureux conscrits à qui on faisait des autopsies, qui avaient certes peut-être déjà bénéficié entre guillemets d'un régime alimentaire non optimal, avaient déjà à 20 ans des stries lipidiques
Après les stries lipidiques se forme au fil des ans une plaque fibreuse, une plaque athéroscléreuse. Et tout le problème, toute la question va être de savoir quelles sont les plaques d'athérosclérose qui vont se rompre, se fissurer, parce que lorsqu'elles se rompent et ou se fissurent, se forme une thrombose. L'événement redouté, au niveau du cœur, se forme l'infarctus du myocarde. Au niveau cérébral, c'est l'AVC ischémique. Au niveau des membres inférieurs, ce sont les événements aigus des artériopathies oblitérantes des membres inférieurs. Donc la maladie coronaire chronique est une maladie avec de longues périodes stables, mais également des périodes d'instabilité qu'on aimerait bien prédire, qui sont en rapport avec, comme je le disais, une occlusion entraînée par la déstabilisation d'une plaque d'athérome. Et le problème de notre spécialité, l'un des problèmes de notre spécialité, est qu'il y a cette succession imprévisible de ces différents stades. Bien entendu, de temps en temps, une plaque d'athérome qui va se thromboser, qui va évoluer, la nature va bien faire les choses. Il n'y aura pas de syndrome coronaire aigu, il y aura simplement une augmentation de cette plaque d'athérosclérose sans phénomène clinique, mais de temps à autre, il y a l'événement tant redouté. Et donc, la vulnérabilité de la plaque, c'est-à-dire la susceptibilité de la plaque à s'éroder ou se rompre, ce qui va entraîner la thrombose, et, comme on le verra un peu plus tard, le véritable problème, l'identification de la vulnérabilité de la plaque, reste tout à fait critique. Cette diapositive montre en effet que dans le syndrome coronaire chronique, il y a une relative stabilité de cette histoire naturelle, que les événements, que les risques cardiaques sont finalement relativement faibles, à l'opposé du syndrome coronaire aigu. Et après un syndrome coronaire aigu, plus on s'éloigne dans le temps de ce syndrome coronaire aigu, plus la période de stabilité sera atteinte. Donc, dans le syndrome coronaire aigu, la revascularisation, par angioplastie notamment, permet de diminuer la mortalité et les risques de récidive d'infarctus. C'est ce qui fait tout l'intérêt de la prise en charge des patients à la phase aiguë. Et on le disait tout à l'heure, depuis environ 25 ans dans notre pays, on prend les patients en phase aiguë d'infarctus du myocarde. On a considérablement amélioré leur pronostic. Le pronostic d'un infarctus était à 30 jours, le pronostic, le risque de décès était de 15% il y a une vingtaine d'années, ou 25 ans. Il est de moins de 5% actuellement, donc on a réellement changé l'évolution de cet infarctus du myocarde. Comme vous le savez, c'est l'angioplastie coronaire, c'est la désobstruction mécanique qui est au premier plan. La thrombolyse n'est réservée que si on n'a pas accès à une salle de cardiologie interventionnelle. Pour la prise en charge de la maladie coronaire stable, il faut bien sûr garder en mémoire, en tête, qu'il y a des facteurs de risque classiques qu'il faut contrôler. Vous les connaissez bien naturellement. C'est l'hypertension artérielle, qui est quand même la première maladie chronique en France, qui est un tueur silencieux. On n'a plus les poussées hypertensives que nos prédécesseurs connaissaient, avec des tensions artérielles à 20, 25. Les urgentistes n'en voient plus. Par contre, une élévation constante, chronique de la pression artérielle va favoriser l'athérome. De même, l'hypercholestérolémie, le diabète, le tabagisme font partie des facteurs de risque cardiovasculaire les plus connus. Pour prendre en charge la maladie coronaire, on dispose de traitements antithrombotiques, au premier rang desquels, bien sûr, il y a l'aspirine. On peut contrôler les symptômes angineux par des médicaments anti-angineux. Et puis, il y a cette revascularisation permise par les stents qui ont été si efficaces dans la maladie coronaire aiguë. Cette étude est l'étude Ischemia, sur laquelle je vais m'attarder, qui finalement remet en cause, mais on va voir dans quelle mesure, qui remet en cause l'intérêt de la revascularisation dans la maladie coronaire chronique. En 2019, ou même avant, lorsque cette étude a été designée, on avait bien sûr déjà un certain nombre d'études dans la maladie coronaire stable, et ces études qui sont mentionnées ici avaient les particularités d'être designées une fois que la coronarographie, une fois que l'état des lieux de la maladie coronaire avait été faite par l'examen des coronaires, les randomisations étaient faites après, elles montraient que la revascularisation ne réduisait pas les risques de décès d'infarctus et les risques de décès et d'infarctus.
Elle montrait que, certes, l'angioplastie dans la maladie coronaire stable pouvait améliorer les symptômes, mais il y avait juste, à ce moment-là, un petit essai qui avait fait couler beaucoup d'encre, dans la presse non médicale également, qui suggérait qu'il pourrait y avoir simplement un effet placebo de l'angioplastie. C'est l'étude Orbita, qui est également critiquable, en tout cas qui existe, et que cette revascularisation pouvait éventuellement améliorer le pronostic s'il y avait une ischémie documentée supérieure à 10% du territoire myocardique. Les limites des études précitées étaient des biais possibles de recrutement après la coronarographie et puis ne prenaient pas en compte de nouvelles méthodes d'évaluation dont je dirais un mot, par des sténoses, par une méthode fonctionnelle d'évaluation de ces sténoses. La question était bien sûr et est tout à fait importante parce que les consultations de cardiologie concernent beaucoup la maladie coronaire stable et sa détection, on en dira un mot. Et bien sûr, il ne faut pas oublier que les cardiopathies ischémiques sont responsables de la grande majorité des morts subites. Les morts subites en France représentent actuellement quelques 40 à 50 000 cas chaque année, dont plus de 80% sont dus à des cardiopathies ischémiques, le plus souvent inaugurales. Et donc cette étude Ischémia s'attachait à savoir si une stratégie de revascularisation coronaire, en sus d'une stratégie médicale, c'était effectivement extrêmement important, le traitement médical était administré à tout le monde, pouvait permettre de réduire le risque d'événements cardiovasculaires majeurs à 4 ans. Est-ce que ajouter un stent au médicament était nécessaire et important? Le schéma de l'étude est le suivant. Il s'agissait de patients avec une maladie coronaire stable qui avaient une ischémie qui était jugée modérée à sévère lors d'un test d'ischémie myocardique non invasive, qui avaient des lésions coronaires revascularisables, qui n'avaient pas d'atteinte du tronc commun, parce qu'on sait depuis longtemps maintenant que l'atteinte du tronc commun nécessite une revascularisation. Et cette atteinte du tronc commun était diagnostiquée par un scoroscanner qui était fait en aveugle et en amont de la randomisation. Les patients avaient une fonction ventriculaire gauche qui n'était pas effondrée et plus de 5000 patients donc étaient randomisés. Comme vous le savez également, c'est le propre de la cardiologie interventionnelle et de la cardiologie en général de bénéficier de grosses cohortes permettant de faire des études avec des effectifs tout à fait importants. Donc les deux bras de l'étude, c'était un bras interventionnel où les patients avaient la coronarographie et une revascularisation ensuite si nécessaire, et puis un bras où il n'y avait tout simplement pas de coronarographie et simplement un traitement médical. Le critère primaire qui est associé décès, infarctus non fatal, arrêt cardiaque ou hospitalisation pour angor stable ou insuffisance cardiaque était jugé au bout de 4 ans. Les caractéristiques de base des patients étaient relativement standards, des patients d'âge moyen de 64 ans, bien sûr, des facteurs de risque, beaucoup d'hypertendus, 73%, beaucoup de diabétiques, des fractions d'éjection tout à fait conservées. Les patients, après randomisation, les patients étaient jugés monotronculaires, c'est-à-dire n'avaient que des sténoses sur une artère principale du cœur dans 23% des cas, mais étaient tritronculaires dans 45% des cas et avaient une atteinte du niveau proximal, laquelle est toujours redoutée, dans près de la moitié des cas. L'étude Ischémia montrait donc ces résultats dans le groupe qui bénéficiait d'une coronarographie, puis d'une revascularisation si nécessaire. Vous voyez que dans 80% des cas, la coronarographie menait à une revascularisation, dans la très grande majorité des cas, des stents. Et puis, bien entendu, dans le groupe contrôle, ne pas faire de coronarographie d'emblée ne signifiait pas ne pas en faire du tout. Au fil des ans, au fil des 4 à 5 ans, vous voyez, au bout de 4 ans, 28% avaient une coronarographie parce que le médecin ou le patient jugeait que vraiment les symptômes n'étaient pas tolérables et qu'il fallait regarder les coronaires pour éventuellement les revasculariser, ce qui était fait dans près d'un quart des cas. Le résultat principal, et c'est ce résultat qui a fait beaucoup parler de lui, le résultat principal, vous voyez que les deux courbes sont parfaitement superposées, elles sont en réalité pas parfaitement superposées, mais elles ne sont pas significatives elles ne sont pas différentes sur le plan statistique. Vous voyez qu'il y a un petit excès d'événements dans le groupe interventionnel initial, mais que finalement, au bout de 2 ans, les courbes se croisent, mais que globalement, les courbes ne sont pas différentes, ce qui semblait dire, en termes de critères secondaires, vous voyez qu'il y a également une superposition tout à fait remarquable dans les deux groupes. Dans les sous-groupes, on ne mettait pas
particularités, tout ça était parfaitement cohérent, homogène, et donc on pouvait conclure que chez des patients qui ont une maladie coronaire stable, une ischémie myocardique documentée, une stratégie de revascularisation coronaire précoce, en sus d'une stratégie médicale, par rapport aux médicaments seuls, ne réduisait pas le risque d'événements cardiovasculaires majeurs à 4 ans. C'était une surprise. Pour nous, angioplasticiens, ce n'était pas une excellente nouvelle. Que peut-on apprendre de cette étude? Que plus d'un quart des patients de la stratégie conservatrice, si le mot existe, a eu néanmoins au cours du suivi une coronarographie et que 21 à 23% d'entre eux ont été revascularisés. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas revascularisé d'emblée, qu'on n'a pas un stent d'emblée, qu'on ne peut pas changer d'avis quelques mois ou quelques années plus tard. On remarque aussi que la population à risque était une population à faible risque d'événements cardiovasculaires. Le taux de décès étant seulement, entre guillemets, de quelques 6% dans les deux groupes à 4 ans, c'est bien sûr significativement moins que beaucoup de maladies extracardiaques et que même certaines maladies cardiaques. Vous savez que l'insuffisance cardiaque a un pronostic beaucoup plus péjoratif. On peut remarquer dans cette étude que le suivi était assez court. 4 ans, c'est finalement peu dans une maladie chronique. Il y avait un croisement des courbes qu'on pourrait discuter. On se posait bien sûr la question d'un traitement de résultats à plus long terme. À ce moment-là, mais il y aura un suivi à ce moment-là. On posait la question de savoir si le suivi à long terme pouvait avoir lieu. Il faut quand même savoir que cette étude avait mobilisé beaucoup d'argent et de personnes. Hein. C'est une étude à 100 millions de dollars, excusez du peu. C'était quand même initialement pensé pour faire des économies ultérieures. L'objectif d'améliorer la qualité de vie était atteint et on ne l'a probablement pas assez discuté, puisqu'indiscutablement, la stratégie invasive améliorait le statut angineux. Si vous aviez un angor et que vous étiez traité par des stents, vous n'aviez globalement plus d'angor. Dans la population considérée, une partie de la population avait un angor et une partie n'avait qu'une ischémie myocardique qu'on appelle silencieuse, c'est-à-dire avec une démonstration d'une ischémie myocardique, mais sans symptômes. Et je rappelle bien entendu que la prise en charge des patients qui souffrent d'une maladie coronaire a plusieurs objectifs. L'un est de diminuer le risque des décès d'infarctus et l'autre est d'améliorer la qualité de vie des patients. Le premier objectif n'a pas été atteint par la stratégie invasive dans l'étude ischémia, le second l'a clairement été, mais dans l'ensemble de la population qui incluait 35% de patients asymptomatiques, la stratégie invasive améliore davantage le statut angineux, et ce d'autant plus que l'angor est plus fréquent. Alors, faut-il nuancer ces résultats? Je pense que oui, parce que quels ont été les patients randomisés et quels ont été les patients non inclus de cette étude? Finalement, est-ce que c'était des patients tout venant? Est-ce qu'il y avait des critères d'exclusion? En d'autres termes, faut-il implémenter les résultats de cette étude dans notre stratégie de tous les jours? Et je pense qu'en tenant compte qu'il ne s'agit pas d'une étude de patients tout venant, la population étudiée n'est probablement pas représentative de la majorité des patients que nous prenons en charge. Et surtout, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en fait, dans cette étude, la majorité des patients avaient un angor stable, c'est-à-dire avaient un angor qui avait démarré plus de 3 mois auparavant et ne s'était pas aggravé significativement. Or, c'est bien la difficulté actuelle, c'est finalement paradoxalement un paradoxe de la prise en charge de avec notre système de santé qui fait qu'on peut consulter très rapidement. Lorsque le patient se présente à nous avec un angor, il n'attend généralement pas 3 mois, on se situe à quelques jours, à quelques semaines du début de l'angor, et bien malin est celui qui pourra dire cet angor va être stable dans le temps, ou au contraire, cet angor n'est pas un angor stable, il y a un risque de déstabilisation dans les semaines qui viennent. Donc en fait, les patients qui ont été randomisés dans cette étude étaient des patients stables, ce que nous ne savons pas dans notre pratique de tous les jours. Il y a d'autres questions soulevées par cette étude, c'est l'intérêt de la détection d'une ischémie myocardique par des tests non invasifs. C'est extrêmement important. Si dans cette étude, on a démontré que l'ischémie myocardique asymptomatique ne bénéficiait pas d'une revascularisation, peut-il continuer à dépister les patients qui ont une ischémie myocardique? C'est une vraie question à laquelle il n'est pas si facile de répondre. Cette étude a également montré un des process actuellement, que le coroscanner
est une technique réalisée de plus en plus facilement, qui est moins précise que la coronarographie, mais avec des résultats rapides. Et donc, l'intérêt d'un coroscanner, je vous rappelle que les patients avaient tous un coroscanner pour éliminer un tronc commun, versus la réalisation d'un test d'ischémie, se pose dans notre pratique quotidienne en sachant que les performances du coroscanner sont croissantes et sont de meilleures en meilleures, mais que dans la vie de tous les jours, nous constatons régulièrement des erreurs, des faux positifs, mais également des faux négatifs du coroscanner. L'algorithme, suite à cette étude et que certains pensent pouvoir appliquer, est de dire que chez un coronarien stable, encore une fois, la stabilité est difficile à apprécier des fois, en tout cas en première instance, on donne un traitement médical optimal, on fait un coroscanner pour s'assurer qu'il n'y a pas de sténose du tronc commun, parce que s'il y a une sténose du tronc commun, la chirurgie ou l'angioplastie ont démontré leur efficacité, et s'il n'y a pas de tronc commun, et s'il n'y a pas de symptômes résiduels, on peut se passer d'une coronarographie, on ne se passera pas de cette coronarographie si ensuite le patient continue de souffrir. En un mot, en 3 diapositives, vous montrez un cas clinique qui va un peu à l'opposé de ce que j'ai montré, un homme de 63 ans qui a une hypercholestérie modérée, qui a des douleurs thoraciques très récentes évocatrices d'angor d'effort, à qui on fait une coronarographie. C'est d'une banalité. On trouve une lésion serrée de l'interventriculaire antérieur, une lésion qui n'est pas calcifiée, qui est simple, qui, après quelques minutes de procédure, les procédures sont extrêmement simplifiées par voie radiale sans risque hémorragique, permettent de rendre un diamètre normal à cette artère. Donc cet algorithme après ischémia, doit-il être respecté? Je ne sais pas. L'est-il? Il ne l'est sans doute pas. Le coroscanner, cette image est une image favorable au coroscanner parce que les calcifications que vous voyez mises en évidence par les flèches sont peu importantes. Or, ce sont les calcifications qui gênent la quantification de la plaque coronaire. Et pour conclure, je dirais que dans l'angor stable, et en général, il faut rester humble devant cette maladie coronaire capricieuse et potentiellement mortelle. Ce n'était pas l'objet de la présentation, mais qu'indiscutablement, dans l'étude d'ischémia, le contrôle des facteurs de risque était excellent et qu'il reste essentiel. Et c'est un sujet populationnel extrêmement important. Je parlais de l'hypertension artérielle, cette maladie extrêmement fréquente, mal prise en charge. 30% des patients ne savent pas qu'ils sont hypertendus. 50% des patients sont maltraités, sont sous-traités. Qu'il faut bien évaluer le rapport bénéfice-risque d'une revascularisation chez un patient qui est coronarien stable, même s'il a une ischémie myocardique moyenne à sévère, ce d'autant qu'il est asymptomatique, mais que s'il est symptomatique, que l'angioplastie est efficace pour soulager les symptômes, même s'il n'a pas démontré d'efficacité dans la diminution de la mortalité et de risque d'infarctus récurrent. L'intérêt du coroscanner est forcément renforcé dans cette étude. Et encore 2 diapositives, si vous permettez. L'apport de la FFR, dont je parlais auparavant, c'est une évaluation fonctionnelle lors de la coronarographie qui permet de savoir si le caractère de la lésion coronaire, si la lésion coronaire induit une ischémie ou non. On met un guide avec un capteur de pression de part et d'autre et on a un résultat un peu équivalent à la recherche d'une ischémie, coronaire. Et des études récentes ont montré qu'on pouvait réduire un critère associant décès et infarctus dans des études designées comme celle d'ischémia, si l'angioplastie était guidée par la FFR. Les recommandations actuelles pour dépister la maladie coronaire ne sont pas formelles. C'est bien évidemment possible s'il y a plus de facteurs de risque cardiovasculaire. Et puis surtout, l'épreuve d'effort a été et devient de plus en plus remplacée entre guillemets par le score calcique qui devient incontournable, qui permet de stratifier le risque, qui permet de mesurer le score calcique coronaire, et c'est un marqueur de risque à part entière, parce qu'il y a un peu un changement de paradigme, comme je le suggérais. Ce sont les plaques vulnérables qui sont à craindre et à dépister. Cela fait 2 ou 3 décennies qu'on essaye difficilement de les dépister et qu'on n'y arrive pas dans la vie quotidienne. Le caractère vulnérable d'une plaque d'athérosclérose est plus à craindre et davantage lié au pronostic que le caractère ischémiant. Et en termes de terminologie, on parle de cardiopathie ischémique, on parle plus de maladie coronaire, on s'attelle moins à la recherche de l'ischémie qu'à l'extension de l'athérome et le score calcique
dont je ne parlerai pas, est un élément extrêmement important, un intégrateur de facteurs de risque qui permet d'évaluer le risque cardiovasculaire global. Je vous remercie. C'était très clair pour des non-spécialistes et j'ai apprécié le caractère, enfin, au plan presque épistémologique, le recul pris par rapport en particulier aux études randomisées que vous avez prononcées. Effectivement, vous avez pu constater que le real world, comme disent nos collègues anglo-saxons, différait un petit peu des populations que l'on recrute, et c'est classique dans votre domaine comme dans d'autres, pour les études. Ce qui est intéressant également dans la démarche, c'est cette tendance qu'on retrouve également de façon transversale dans d'autres disciplines vers une sorte de désescalade. C'est-à-dire qu'on aurait pu penser que vous alliez proposer chaque fois qu'une lésion était visible de la dilater. Et évidemment, c'est la question qui a été posée. Et d'une certaine façon, vous démontrez qu'on peut attendre chez des malades bien sélectionnés sans risque, si j'ai bien compris. Et 4 ans, c'est quand même un délai très, très significatif. En tout cas, c'est ce que j'ai retenu. Et on va donc vers, encore une fois, une forme de désescalade où finalement la surveillance fait au moins aussi bien que l'interventionnel, même mini-invasif. Ce sont encore des domaines. C'est que le rôle de l'académie, c'est d'avoir une vision transversale. Et ce sont des domaines que l'on voit. On l'a vu en neurochirurgie, on peut le voir dans bien d'autres domaines chirurgicaux actuellement. Très belle présentation. Oui, première question. Merci beaucoup pour votre présentation. Dans l'étude Ischemia, sauf inattention de ma part, je n'ai pas vu le facteur tabac. Et vous avez cité plusieurs fois l'hypertension artérielle, le diabète. Par contre, le tabac, dans l'ischémia, je ne l'ai pas vu. Qu'en est-il de ce facteur de risque? Oui, je n'ai pas le chiffre précis. Dans les facteurs de risque, le tabagisme était présent, je ne sais plus à quel niveau, et la prise en charge des facteurs de risque était optimale. Je n'ai pas non plus de chiffres à vous donner, mais je pense que réellement, il y avait un nombre de patients qui ont arrêté de fumer beaucoup plus important que dans notre vie quotidienne, parce qu'il y avait un effort particulier des auteurs pour contrôler ces facteurs de risque, et c'est un élément clé, le tabagisme, clairement. Bien sûr. Albert Benamou, passe-président de l'Académie. Merci pour cette très bonne présentation. Une question concernant ces plaques vulnérables. Finalement, le facteur de risque majeur, c'est l'identification de ces plaques vulnérables. Et dans quelle mesure, apparemment, la prévention éventuellement de la vulnérabilité de la fracture de la plaque ne semble pas assurée par un stenting préventif? Est-ce que quelque chose a été étudié dans ce secteur? Parce qu'on se dit que si manifestement on pouvait intervenir pour stabiliser la plaque en la comprimant avec un stent, le risque de rupture pourrait être éventuellement prévenu. Vous avez tout à fait raison. Il y aurait une présentation entière sur la vulnérabilité de la plaque. Pour faire très brièvement, je pourrais dire que la vulnérabilité de la plaque, on a essayé d'identifier par des techniques de l'IRM, myocardique au scanner, qui pour l'instant n'a pas la résolution, par des techniques endocoronaires qui sont invasives. Donc, il y a des vraies difficultés. Vous avez raison, pourquoi ne pas stenter, et certains l'ont proposé déjà il y a 20 ans, pourquoi ne pas stenter des lésions non serrées, des plaques à 30-40%. En fait, la réalité, c'est qu'il y en a beaucoup trop, c'est qu'en fait, l'arbre coronaire, l'athérome est un phénomène diffus, exacerbé au niveau de certains endroits, mais diffus. Et quand même, il ne faut pas oublier que la thrombose de stent est un événement dramatique qui, heureusement, grâce à nos antiagrégants plaquettaires, a nettement diminué, mais il avoisinait les 3-4% actuellement. Il est heureusement descendu sous la barre du pourcentage. Et puis, je n'en ai pas parlé non plus, vous mettez un stent, vous êtes obligé de mettre pour une durée courte, mais pour une durée, une double antiagrégation plaquettaire. Donc, vous allez favoriser des ulcères, vous allez collaborer avec des gastro-entérologues. Enfin, le problème n'est pas résolu, clairement, mais le problème est là. Et avant de passer la parole à la grande banque, est-ce que, pour prolonger la question d'Albert-Claude Benamou, est-ce que le nombre extraordinaire de data que vous devez avoir dans cette étude et probablement d'autres études ne vous permettent pas d'examiner des sous-groupes en multipliant les facteurs autres que morphologiques sur ces plaques, sur cette vulnérabilité, des facteurs qui peuvent être d'ordre. Alors, il y a beaucoup d'études qui s'attellent effectivement à essayer d'identifier les caractères à risque des plaques d'athérome. Donc, comme je le disais, il y a des techniques assez sophistiquées qui permettent d'approcher et de dire telle plaque est vulnérable ou non. En réalité, c'est très complexe parce qu'une plaque vulnérable peut ensuite se stabiliser
une autre plaque peut devenir vulnérable. Donc, en fait, on n'a pas encore… ça serait le Graal, hein, ça serait le Graal. Il y a encore quelques années de… Enfin, il y a peut-être un jeune… De travail sur les datas, certainement. Il y a beaucoup de travail. Oui, Monbach. L'utilité et l'efficacité de l'angioplastie éprouvée. C'est tellement que je vous pose la question sur la logistique. Une équipe qui veut faire l'angioplastie aujourd'hui a besoin d'une liste d'astreinte et de garde de 3 cardiologues. Nous sommes d'accord? Un qui est au soin intensif et 2 autres. Or, 20% des cardiologues interventionnels ont plus de 55 ans. Et vu le nombre de cardiologues qui sont formés, comment vous voyez le futur de l'angioplastie dans son maillage territorial? Un petit peu à la limite de leur sujet, on va quand même accepter la question parce qu'elle est importante. La question est cruciale et effectivement, il y a une vraie inquiétude. Les dernières données du livre blanc de la cardiologie montrent que les angioplasticiens ont une moyenne d'âge de 55 ans et que dans les 10 ans, il y aura plus d'angioplasticiens qui vont partir que d'angioplasticiens formés. Les nouvelles générations sont malheureusement un peu limitées par des décrets et des arrêtés ministériels qui limitent le nombre de jeunes cardiologues qui sont destinés à la cardiologie interventionnelle. Je ne sais pas quelle est la réponse à cette question, mais il y a une interrogation majeure de beaucoup d'entre nous sur ce point qui n'est pas réglé. Bien, si l'Académie de chirurgie peut vous aider, parce que la question posée, l'excellente question qui vient d'être posée, touche également, on l'a vu, on le voit au fil des séances d'autres disciplines, comme j'évoquais tout à l'heure, je pense que l'Académie de chirurgie a réellement un rôle pour aborder ces questions au niveau ministériel. On n'ira peut-être pas plus loin sur ce sujet en commentaire. Non, simplement que le vrai problème, c'est la détection de la plaque vulnérable. Et j'aurais voulu savoir quelle était votre idée entre la relation entre les données du coroscanner et l'incidence des plaques vulnérables. Moi, j'ai un avis assez négatif sur cette question. Je pense que le coroscanner est d'abord un examen extrêmement opérateur dépendant et que dans la vie de tous les jours, on a beaucoup d'erreurs, donc déjà dans l'appréciation difficile pour des problèmes techniques, pour les problèmes de résolution, de calcification. Donc, dans l'appréciation même de la simple sténose coronaire, est-elle à 50% ou à 80%, c'est déjà difficile. Pour caractériser la plaque, parce que la caractérisation précise de la plaque requiert une résolution très importante, puisque une chape fibreuse de la plaque, c'est quelques dizaines de microns. Donc, pour l'instant, pour moi, on n'y est pas, sauf des travaux très, très préliminaires. Et donc, dans la vie de tous les jours, on ne sait pas. Merci.